Bonjour à tous. Bienvenue dans cette rencontre avec Zainab Fassiky et Éric Darbré. Donc Zainab Fassiky, on vous dit artiviste, féministe, donc autrice féministe militante marocaine. Et Éric Darbré, vous êtes journaliste. Alors, on va faire un petit tour de vos réalisations respectives avant de commencer à poser des questions. On vous connaît, Zainab, particulièrement pour lutter pour la désexualisation des corps nus, spécifiquement celui des femmes, et lutter contre les violences faites aux femmes. Vous êtes primée en 2018 par Amnesty International lors de la Journée internationale des droits humains, justement pour vos combats. Votre ouvrage Archmouna, qui circule en ce moment dans la salle, jette un peu un pavé dans la mare de la crise sociale et sexuelle que traverse le monde contemporain, notamment au Maroc. Il sort en France chez Massot Éditions en 2019. C'est un livre à mi-chemin entre un essai et un livre de vulgarisation scientifique, sur la sexualité, avec notamment des détails scientifiques. Vous avez fondé le collectif Women Power qui soutient les femmes artistes par des ateliers, des événements. Women Power, d'ailleurs, qui vient de sortir un comic book regroupant le travaux de 20 artistes sur le harcèlement de rue au Maroc. Vous avez participé à d'autres ouvrages. Votre seconde bande dessinée est sortie en septembre en France. Il s'agit de Iranienne, coécrite avec vous, Éric Darbré, et Aran Deshardad, qui inspire l'histoire de Raya, l'héroïne de Iranienne. Donc iranienne, qui raconte la vie de cette jeune femme, Raya, une jeune femme de 19 ans, punk et lesbienne, dans le régime des mollahs à Téhéran. Déjà, pour commencer, est-ce qu'on peut faire la distinction entre l'histoire de Raya et l'histoire d'Aran? À quel point les deux, la personne, Aran, et Raya sont une seule et même personne? À quel point Raya est un personnage? Je me permets de prendre la parole. En fait, c'est la même personne. C'est pour des raisons de sécurité, de confidentialité qu'on a multiplié les pseudonymes. C'est quasiment uniquement elle. Sur quelques détails pour que les autorités iraniennes ne puissent pas la reconnaître, j'ai dû modifier quelques informations, mais tout est absolument vrai. Et c'est sa vie quotidienne encore aujourd'hui. Elle est toujours à Téhéran en ce moment même. Alors on va pouvoir reparler à un moment donné effectivement de cette vie d'Aran à Téhéran. Est-ce que vous avez raconté des anecdotes sur sa vie où tout se déroule sur un an avant cette fameuse date fatidique sur laquelle se termine l'histoire d'Iranienne, c'est-à-dire le début de la révolte Femme, Vie, Liberté, suite au décès de Mahsa Amini? Alors ça se déroule, c'est un condensé de plusieurs mois. J'ai ce projet en tête depuis plus de 2 ans. Je l'ai rencontré via un ami commun, un Iranien qui est aussi dans la BD, qui m'a tout de suite dit: tu devrais raconter l'histoire de cette personne. Et tout au long de ces 2 ans, on a collaboré. C'était pas évident techniquement, parce qu'il y avait des périodes où même par internet, il n'y avait aucun moyen de la contacter. Les autorités coupaient, même les VPN étaient coupés. Donc c'était très compliqué. Il fallait qu'on prenne des mesures de sécurité vraiment très très fortes. Mais effectivement, c'est le cheminement de cette jeune femme, et au travers de cette jeune femme, de toute une génération, d'une jeunesse iranienne des grandes villes. Là, en l'occurrence, c'est Téhéran. Le questionnement, c'est est-ce que je peux continuer de vivre ce que je suis? Alors, elle, en l'occurrence, elle est lesbienne, mais elle écoute de la musique interdite, donc du rock, du punk. Elle aime faire la fête, boire, prendre des substances illégales. Et tout ça, contrairement à ici, peut l'emmener en prison, voire pire. Et c'était ce questionnement de: est-ce que je reste, je me bats sur place pour changer les choses de l'intérieur? Est-ce que je me renie, ou est-ce que je quitte le pays? Et à partir de là, j'abandonne un peu ma culture. Le personnage de Raya est donc l'incarnation de toute une génération, vous venez de le décrire. Elle est aussi mise en opposition.
son incarnation est mise en opposition avec celui de sa sœur, par exemple, qui elle, a accepté justement de se conformer. De rentrer dans le moule. Ça, c'est vrai aussi. C'est vraiment sa sœur. Ses parents sont effectivement divorcés. Tout est absolument vrai. On est embêté par les mouches. Et ce que je trouvais intéressant, c'était de montrer qu'il y avait une élite qui existait là-bas, qui se satisfaisait des règles, qui arrivait à les contourner parce que faisant partie de cette élite, il y avait une tolérance pour les puissants, mais que la plupart souffrent, la plupart des jeunes souffrent terriblement juste dans leur volonté d'exister et de se construire psychologiquement avec des oppositions naturelles comme on peut avoir dans tous les pays, sauf que là-bas, tout est interdit. Alors, c'est intéressant que vous parliez du personnage de Kian, du coup, j'imagine, qui vous invite à parler de l'histoire de Raya, à parler de ce que vivent cette génération. Alors, petit spoil, navré. Kian raconte comment il se retrouve donc le personnage de Kian raconte comment il se retrouve à espionner les journalistes pour qui il travaille, puisqu'il est traducteur pour les journalistes, parce qu'il risque d'être, il a été arrêté pour homosexualité, il risque de finir en prison ou pire s'il n'accepte pas de se corrompre finalement. D'informer les autorités sur ce que les journalistes étrangers font. C'est comme ça que je l'ai rencontré. C'est un fixeur. Un fixeur, quand on fait des grands reportages, vous avez toujours besoin de quelqu'un du cru qui est soit journaliste, soit a l'habitude de travailler avec les journalistes, qui sert à la fois d'interprète, mais aussi pour vous dire tu peux aller jusque-là, je connais les autorités, ça c'est interdit, ça c'est dangereux. Donc ça s'appelle un fixeur. Et lui, comme souvent dans les dictatures ou les régimes autoritaires, les fixeurs reçoivent une pression des autorités pour que ces personnes informent les autorités sur ce que font les journalistes comme moi. On va parler de votre collaboration, parce qu'à un moment donné, il a été question de raconter l'histoire d'Aran à travers le personnage de Raya. Comment votre mise en contact s'est faite ? Je me tourne vers vous, Zainab, je vous en prie. Voilà, premièrement, merci au public. Eric, il est avec nous pour effectivement détailler cette question, comment on s'est rencontrés. Premièrement, je me présente, donc je suis illustratrice marocaine, je suis artiviste. Alors c'est un néologisme qui veut dire être artiste et activiste à la fois. Alors ça peut être un oxymore parce qu'un artiste c'est à la fois une personne sensible et un activiste c'est quelqu'un qui cherche des problèmes. Donc c'est un bon mélange que j'ai choisi et c'est pas facile. Donc quand j'étais choisie par le groupe Hachette pour illustrer le scénario de Eric, c'était un honneur vraiment. Et des fois je me retrouvais même savoir ce que Raya elle ressent en fait en Iran. Je suis pas là pour comparer le Maroc avec l'Iran, absolument pas, mais plutôt je pense que le féminisme aujourd'hui, c'est pour cela ça doit être global, universel, parce que même les femmes en France, même les femmes en Iran, les femmes en Algérie, au Maroc, on a chacune des histoires à raconter, à dessiner, et j'ai vu au stand, il y a des BD, c'est très riche, il y a des histoires de plusieurs pays, et en plus l'aventure de Raya, je peux dire qu'elle est plus courageuse que moi, bien sûr. En Iran, c'est pas comme le Maroc. Le fait les chiffres, maintenant, à chaque fois, je découvre des chiffres, combien de personnes ont été exécutées en Iran en chaque conférence, mais ça change à chaque fois. Et il y en a qui ne partagent pas les vrais chiffres aussi. Donc c'est aussi un sujet urgent, c'est aussi un sujet qui m'a beaucoup touchée comme féministe et comme femme avant tout. Voilà. Vous avez pu discuter avec Aran pour raconter son histoire ? Absolument. C'est grâce à ces témoignages, c'est grâce à, on ne peut pas dire des secrets qu'il nous accorde, mais plutôt la réalité, parce que moi, on ne pourra pas se déplacer en Iran, en fin de compte. Là, c'est impossible.
on ne pourra pas. Mais en tout cas, c'est ça pour moi la beauté d'une bande dessinée engagée. C'est l'occasion de faire un voyage, c'est l'occasion d'inviter les personnes dans d'autres régions au monde de voyager à travers un ouvrage. Voilà. D'autant plus difficile de raconter des histoires qui viennent de pays au cœur d'une actualité très, très violente, malheureusement. Parce que la phrase d'accroche iranienne, c'est l'Iran de l'intérieur. Alors comment justement on raconte ces histoires de l'intérieur? En étant en contact très, très couramment avec elle, comment cette BD s'est construite? Quand Raya m'a donné sa confiance, j'ai ensuite eu le soutien de Marabule. Et ensemble, on s'est dit qu'il fallait une dessinatrice. Je voulais une dessinatrice, ça me paraissait évident. Et si possible, une dessinatrice qui vienne d'un pays musulman pour que ça soit plus simple pour se comprendre, pour avoir un petit peu les mêmes enjeux sur le féminisme. Et une fois que cet attelage s'est créé, l'idée c'était toujours de soumettre à Raya le séquencier, le découpage, les dessins, pour qu'elle nous dise ça c'est juste, ça n'est pas possible. Un truc tout bête. Je me souviens, j'avais dit à Zainab, pense à un moment tu avais fait un dessin où elle était en t-shirt, manche courte. Elle était sortie. Et Raya m'a dit c'est impossible. Je n'ai pas le droit de sortir en manche courte. C'est des petits détails comme ça. Le métro à Téhéran, vous avez une section pour hommes, une section pour femmes. Tous ces détails, c'est elle qui nous les donnait et tout a été validé. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer. Ça va tellement loin, cette espèce de délire de ce régime un peu je trouve obscurantiste en tout cas. Et comme j'avais ce contact direct avec elle et qu'elle était hyper réactive, quand il y avait des connexions Internet, on se faisait des appels vidéo où je lui envoyais les fichiers et tout a été vraiment validé. Pour dépeindre un Iran au plus proche de la réalité possible. C'est une BD, on va pas vous mentir, c'est une BD qui est un peu anxiogène quand on ne connaît pas justement l'Iran et cette vie de l'intérieur, parce qu'on découvre des choses qui sont effarantes, effectivement inimaginables du point de vue d'ici. Dans justement la répression sociale qui est racontée, ce que vous racontez de Téhéran, du régime des mollahs, c'est notamment par le biais des femmes. Donc, dans Iranienne, on va retrouver énormément Raya va être au contact des femmes en permanence. Donc, il va y avoir effectivement une relation avec des hommes qui parcourent l'histoire, le récit. Mais finalement, on a l'impression que l'oppression est beaucoup plus... l'oppression des femmes envers les femmes est beaucoup plus présente physiquement que l'oppression des hommes sur les femmes qui est partout, mais moins directe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, moi je peux détailler ce point parce qu'on croit que le pire ennemi du féminisme, c'est les hommes, mais en fait je peux dire que c'est à cause aussi de la participation des femmes qu'on a encore besoin d'être féministes. Même historiquement, il y avait des femmes aussi qui étaient contre les révolutions féministes. Et évidemment, même à l'école, Raya, ou en espace public, dans sa famille aussi. Et ça, en fait, c'est ça ce qu'on appelle un patriarcat qui est plutôt indirect, parce que c'est toujours homme versus les femmes. Mais c'est aussi des femmes qui étaient manipulées, c'est aussi des femmes qui sont toujours utilisées comme une arme indirecte pour contrôler les autres filles. Mais absolument, je pense que pour ne pas rester toujours négatif, parce que moi, j'aime pas toujours introduire un personnage dans une énergie de... Parce que Raya, elle est vraiment très forte. Elle ne voulait pas cette énergie de victime, elle ne voulait pas cette étiquette. Elle nous insistait disait à souvent. chaque fois, je ne suis pas une victime. Je me bats. Et ça, je l'aimais beaucoup.
Et on a essayé de le ramener, de le faire transparaître. Et ce qui était aussi intéressant, c'est le rapport avec ses parents. Donc Raya, elle est d'une famille, c'est assez courant en Iran, de parents divorcés. Et le père est est laïque, profondément laïque, et la mère, elle, est très religieuse. Et je trouvais aussi ça très intéressant parce que tout ça, ça n'est pas scénarisé, c'est sa vraie vie, mais c'est représentatif. Il faut sortir un petit peu des clichés habituels où on peut se dire, effectivement, comme tu le dis, c'est très manichéen. Il peut y avoir d'un côté les méchants barbus, et puis de l'autre, toutes les femmes qui pensent la même chose. Non, sa mère est profondément religieuse, mais comme c'est une mère qui aime sa fille, à un moment, elle se rend compte que sa fille souffre et elle veut la soutenir. Donc ça montre qu'on peut dépasser aussi ses a priori et changer sa mentalité. Justement, parlons tout de suite de sa relation à sa mère. Est-ce que c'est aussi une question d'héritage de l'oppression, mais aussi l'héritage de l'espoir de vivre une vie meilleure? Absolument. Je pense que la nouvelle génération, en gros, parce que moi je fais aussi des ateliers avec des ados, des étudiants, que ce soit au Maroc ou dans d'autres pays musulmans aussi, et je vois la différence. Je vois qu'on est une génération qui en a marre, et c'est ça les amis de Raya, en fait. On ne veut pas en fait hériter les mauvaises traditions ou les mauvaises idées aussi. Et le courage de la jeunesse iranienne aujourd'hui, d'ailleurs je ne le trouve pas dans d'autres pays musulmans, ils révoltent sans... même si c'est plus pire là-bas que dans d'autres endroits, mais ils veulent juste leur liberté d'une façon incroyable. C'était important, ces scènes, je pense à la planque dans un parking où elle se retrouve avec ses amis, notamment avec Kian, donc le fixeur qu'on évoquait un peu plus tôt. C'était important de dépeindre un peu toutes ces scènes et ces lieux comme l'île d'Ormuz, où il y a une sorte de paradis de toute cette génération, soit de jeunes homosexuels, de jeunes qui consomment parfois des choses qu'ils ne devraient pas consommer, de sortes de libertés qui peuvent aussi se montrer nus. Et ça, c'était important et c'est quelque chose qui nous relie directement à vos précédents ouvrages qui sont sortis en France, Arshmouna, où vous faites une vulgarisation autour de la sexualité. C'était important d'avoir ces scènes où vous avez donc les deux personnages dont on parle depuis tout à l'heure qui se baignent nus dans la mer. Avant que je réponde, juste pour vous dire, parce que Eric peut-être il ne sera pas là après, mais on sera en stand B14. Vous êtes les bienvenus à partir de 16h, c'est ça ? On vous le redira à la fin, oui. toutes les petites informations pour la dédicace. Donc on sera les deux... Sur la scène de nu, je me souviens, au début tu avais mis des maillots et quand elle a vu ça, elle a dit non, on était nus. Et je tiens à ce qu'on soit nus. Il faut nous montrer nus, parce que pour elle, c'est aussi une preuve de courage de se montrer comme ça dans un pays où le corps doit être, surtout le corps de la femme, doit être dissimulé. Et elle voulait dire non, je suis libre et comment le dire La nudité le montre, le prouve. Oui, puis c'était aussi le crier au Mollah en disant non, vous n'aurez pas mon corps, j'en fais ce que je veux. C'était un soulagement pour vous, Zainab, justement de pouvoir aller jusque-là, puisque ça suit directement la ligne directrice de vos travaux, de votre artistisme, finalement. Oui. Donc pour Hchouma, je sais que c'est déjà compliqué de prononcer le titre, mais Hchouma, en fait, c'est... D'ailleurs, j'ai demandé à mes amis iraniens, ils savent aussi le mot Hchouma, c'est en arabe, qui veut dire la honte, toute la culture de censure qui contrôle le corps féminin. Mais en tout cas, la nudité, pour moi, c'était pas un choix au hasard. C'était plutôt une rage au fond de moi aussi, comme jeune Marocaine qui était aussi contre les traditions, contre plusieurs lois, idées. Et je pense qu'on a aussi ce discours féministe que la nudité, c'est en fait sexualiser le corps féminin. En fait, moi, j'étais plutôt... ça doit être un choix, en fait. Nu ou pas nu, on tombe dans le jugement encore. C'est toujours un piège. Mais je pense que aussi le choix de Raya de mettre ça sur scène, c'est vraiment
très, très courageux de sa part. On voit à travers ce que vous venez de raconter toute cette colère qui ressort de l'expérience de Raya et cette question bien sûr qui traverse toute la bande dessinée sur est-ce que je reste ou est-ce que je pars. Elle se fait un passeport pour pouvoir avoir ce choix, avoir le choix de faire le choix de partir. Et dans cette salle où elle obtient son passeport, il y a d'autres personnes qui attendent. Il y a de tout, il y a des familles, il y a des parents seuls avec un enfant, il y a des hommes, il y a des femmes. Cette scène, est-ce qu'elle raconte aussi l'universalité de l'oppression que subit finalement le peuple iranien? C'est le grand questionnement de cet album, c'est est-ce que cette jeunesse éduquée, qui est très très bien formée, elle parle parfaitement anglais par exemple, qui est ouverte sur le monde, est-ce qu'elle doit quitter l'Iran parce qu'elle se rend compte qu'en Iran elle n'a pas d'avenir et donc abandonner l'Iran à ces mots-là, ou elle essaye de rester pour le combattre de l'intérieur en espérant que le régime tombe? C'est tout ce cheminement et pour elle, pour toute cette génération, c'est terrible parce qu'ils ont l'impression de trahir leur culture. Elle adore son pays, elle adore sa culture, elle est profondément iranienne, mais elle se rend compte qu'elle n'a pas sa place, on ne lui donne pas sa place dans ce pays, comme des centaines de milliers de jeunes iraniens. Et elle refuse de se renier, de dire je vais me marier à un homme parce qu'il faut que je le fasse, je vais abandonner tous mes idéaux. Et donc, elle est partagée. Quittera-t-elle le pays? La dernière fois que je l'ai eue, c'était juste avant la sortie du livre, parce que là, elle nous a demandé de ne pas la contacter pendant les 2-3 mois de la sortie du livre, pour sa protection. Et la dernière fois, elle m'a dit je n'en peux vraiment plus et je vais demander un visa d'étudiante pour partir en Turquie. Comme cet espoir ce besoin peut-être de fuir pour se préserver. On va revenir un peu tout à l'heure sur la situation actuelle en Iran et la situation actuelle hors la guerre qui oppose, qui se situe entre Iran, Israël, Liban et Gaza. Pas un sujet qu'on abordera dans cette rencontre. Mais on va revenir sur la situation, la situation vis-à-vis des femmes en Iran. Et juste avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur le mot élite. Cette élite intellectuelle, qu'est-ce que ça veut dire finalement que sans élite, donc c'est une phrase que je cite du livre, sans élite, pas d'opposition, pas de changement. Quel est le pouvoir de cette élite, justement, cette élite qui est dans sa situation à elle? Ils sont obligés de garder un espoir, d'essayer de faire changer les choses, mais à chaque fois, ils se heurtent quand même à ce mur de la réalité qui consiste à voir que le régime est encore très, très solide avec notamment les gardiens de la Révolution. Mais il y a cette jeunesse qui, comme le disait Zainab, qui est très, très courageuse, qui ne demande qu'à faire tomber les murs de l'ignorance. Et il bascule entre l'espoir et parfois une forme de fatalisme en disant ça ne sera pas pour cette génération, ça sera peut-être pour la suivante. Donc est-ce que nous, on se sacrifie? Est-ce qu'on reste là? Parce qu'on montre aussi sa sœur qui, elle, a compris, elle en a pris son parti, c'est-à-dire qu'elle joue le jeu des règles, sachant qu'il y a une élite intellectuelle, mais il y a aussi une élite du régime financière qui vit très bien, qui organise des soirées où il y a de l'alcool, où il y a tout ce qu'il faut, comme en Occident. Mais cette hypocrisie, Raya s'y refuse. Elle veut rester honnête avec elle-même et avec tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des parents proches du régime très très riches. C'est une réalité en fait partagée dans tous les pays musulmans, c'est qu'on a la bourgeoisie et les gens ils nous confondent, nous les féministes, les artistes, ils croient qu'on fait ça pour un public
seulement bourgeois ou qui est déjà en accord avec nos idées. Mais en fait, moi, je dis que les bourgeois, ils n'ont pas besoin de nous, en fait, parce qu'avec l'argent, on peut tout acheter. L'argent nous donne la liberté, des fois, dans quelques cas, oui. Et je pense que ce combat, que ce soit en forme de BD ou l'art ou littérature, la littérature engagée, en tout cas, c'est surtout pour la classe moyenne, pour la classe pauvre, parce que et un autre combat, c'est comment aider ces deux classes à aussi acheter de l'art, acheter de la BD, parce que le savoir, c'est aussi un privilège, la littérature, c'est aussi un privilège, c'est pas donné. Moi, je parle de mon expérience dans mon pays, je pense que Raya, elle partage aussi cette idée, c'est que le fait de lire, la BD, l'art, ça reste comme un milieu un peu pour les riches, par les riches aussi. Mais on est là, comme elle, on est une génération à corriger ça et on veut rendre l'art accessible à toutes les classes, en fait. D'où son récit. Alors, justement, Iranienne se termine sur une note d'espoir avec la Révolution en marche, des manifestations qui ont suivi la mort de Mahsa Amini. C'était il y a 2 ans déjà. Aujourd'hui, les manifestations ont été réprimées. On dénombre une centaine de morts et 22 000 arrestations. Alors, vous disiez que les chiffres changent. Effectivement, je ne suis pas sûre que ce soit les derniers. Le mouvement Femmes, Vie, Liberté qui s'est créé justement suite à la mort de Mahsa Amini continue d'exister, mais la répression est forte et il y a notamment prochainement une augmentation des surveillances avec un projet de loi sur le hijab et la chasteté qui doit être promulgué. Donc là, vous savez peut-être si il est déjà promulgué ou si c'est toujours un texte de loi qui doit être observé. En tout cas, c'est les informations que j'avais la semaine dernière. Il prévoit des sanctions plus sévères pour les femmes qui ne portent pas le hijab obligatoire, des restrictions en matière de travail et d'éducation et des interdictions de voyager. Alors ça, c'est une énumération de l'ONU. Alors justement, 2 ans après et avec la répression qui se poursuit, comment Raya finalement se sent aujourd'hui ? C'est comme je vous disais tout à l'heure, elle est vraiment désespérée. La dernière fois que je l'ai eue, elle me disait qu'elle n'y croyait plus. Elle avait eu un grand espoir avec les dernières manifestations. Et là, elle en veut énormément aussi aux sanctions internationales. Elle me disait que les sanctions américaines n'aidaient pas les jeunes. En fait, c'est le peuple qui souffre le plus parce que l'élite arrive toujours à s'en sortir. Et c'était un petit détail, c'était quand elle prend l'ascenseur pour aller à un entretien d'embauche, et je sais plus, elle doit aller au 5e ou au 7e étage, et l'ascenseur est en panne parce que c'est un ascenseur, je crois que c'était une marque allemande, et que les pièces détachées sont interdites. On peut pas l'Iran ne peut plus en acheter. Donc tout est en panne, et ça touche le quotidien du peuple, pas vraiment des autres. Donc oui, elle est désespérée. Elle me dit qu'elle n'a pas d'avenir. Mais surtout ici, elle part en Turquie, elle ne pourra pas revenir. C'est ça. Elle pourra revenir si le régime tombe. Et ça veut dire qu'elle abandonne ses amis, sa famille. Surtout avec la BD, ça risque pour elle de revenir. Et hier, j'ai rencontré une BDiste iranienne. Elle vit en fait à Londres. Elle était au manif en fait à Londres. Et quand elle était en Iran le mois dernier, elle lui a dit... Alors ça a été à Londres, oui, la manif. Donc, même moi, j'étais étonnée comment il espionne partout. Donc, un départ est forcément définitif. Pour l'instant, oui, tant que le régime tient bon, si elle part, c'est pour de bon. Ça veut dire qu'elle abandonne tout. Parce que pour partir, il faut avoir des moyens, et ses amis ne les ont pas forcément. Donc oui, c'est un crève-cœur pour elle. C'est tout ça. Et je peux comprendre qu'à son âge, la question se pose, est-ce que je reste et j'abandonne mes idéaux, ou je pars et j'abandonne ma culture et ma famille. Donc dans les 2 cas, c'est dramatique. Vous continuez à travailler justement avec des fixeurs en Iran pour continuer à suivre ce genre de sujet ? Alors, en fait, à l'origine, je devais faire un tournage là-bas, je n'ai pas eu mon visa. Et pour l'instant, là, avec la situation actuelle, c'est pas dans l'immédiat que je pourrais tenter d'aller là-bas. Mais j'ai d'autres régions où je pourrais aller. Je suis désolé, je vais devoir vous quitter parce que j'ai un autre rendez-vous. Merci beaucoup à vous. Je vous laisse entre de bonnes mains.
On va Eric. rappeler votre précédent ouvrage. Votre précédent ouvrage parle... Il y a aussi les questions du public. Oui, on va sûrement. continuer effectivement avec des questions. J'espère que vous en avez. Gardez-les au chaud. Et puis si jamais vous avez des questions pour Éric Darbré, voilà, il est en dédicace à partir de 16h sur le stand de Marabule. Donc on pourra essayer de lui poser à ce moment-là. Donc votre précédent ouvrage, vous avez suivi donc le sujet le peuple ouïghour qui, cette fois en Chine, minorité musulmane en Chine, qui, je retrouve le titre exact, et ma petite paperasse qui est tout empilée, Ouïghour, un peuple qui refuse de mourir, donc également chez Marabule, si vous voulez suivre l'ensemble des enquêtes d'Éric Darbré. Pour continuer sur le sujet du droit des femmes, donc justement, vous êtes artiviste féministe. Archmouna est un ouvrage qui parle donc, qui vulgarise la sexualité et le besoin de désexualiser le corps des femmes. Donc on en a un peu parlé tout à l'heure quand on évoquait cette scène de la plage où les personnages sont nus. Vous faites des ateliers, des activités pour continuer à défendre ces valeurs que vous avez, mais également simplement la vie des femmes au Maroc. Vous vous êtes senti proche de l'histoire que racontait Aran, où vous êtes reconnu? Bien sûr, alors elle est lesbienne et moi j'ai fait tout un guide, c'était le tout premier guide dans un pays musulman à 2 chapitres. Donc le premier chapitre, il explique le corps, comment on peut être en paix avec notre corps, que ce soit la pression sociale, que ce soit comment les réseaux sociaux nous donnent aussi des pressions avec tous les influenceurs. Je respecte les influenceurs, mais à un moment, il faut montrer le corps comme il est. À un moment, les jeunes, maintenant, face à un miroir, ils se détestent à fond. Donc c'était une partie du premier chapitre, et le deuxième, en fait, c'est là où ça m'a mis en problème. C'est là où je défends la communauté LGBT marocaine, l'avortement, le sexe hors mariage, c'est toujours illégal. Être homosexuel au Maroc, c'est 2 ans de prison. La culture de viol aussi, le harcèlement qu'on a encore, le viol conjugal, c'est un énorme tabou, l'inceste. Donc le mariage des mineurs surtout. Tout cela, c'est des réalités qu'on n'arrive pas à accepter, qu'on l'a encore chez nous. Et c'est comme si on parlait, ils le prennent toujours d'une façon personnelle. Ça, c'est pour un tel ouvrage, c'est pour expliquer un sujet, c'est pour aussi sauver une communauté. Mais toujours les gouvernements le prennent d'une façon: ah, vous voulez ruiner notre image, qu'est-ce que vous cherchez? Non, s'il y a un problème, il faut en parler. Il ne faut pas le voir comme ça. Et je pense qu'un gouvernement, c'est d'ailleurs son boulot, son travail. Si un politicien il a un salaire, on a une citation, c'est que quand un politicien il commence son boulot, c'est sa vie qui avance en fait. Mais ce n'est pas son pays. Donc, il y a une énorme corruption à ce niveau-là. Mais il était traduit en 5 langues. Il est en italien, en fait, parce que quand j'étais à Rome, j'ai vu comment la communauté féministe, elle est aussi en galère avec le Vatican, avec la religion aussi. Il y a des féminicides, il y a vraiment d'autres problèmes. Alors, il est en espagnol, galicien, anglais, français, et je travaille à fond pour qu'il soit en arabe. On va reparler de la difficulté justement de traduire Archmouna en arabe. Tout le long de Archmouna, justement, vous parlez régulièrement de la religion en expliquant que vous ne faites pas une opposition forcément avec la religion, et vous le répétez plusieurs fois. C'était nécessaire de vraiment le répéter plusieurs fois régulièrement. Parce que les islamistes ne me laissent pas tranquille. Je leur dis ça dans chaque page. Bon, je vais dire ça, mais je le répète. Je déteste pas la religion, en fait. Et en fait, moi, je suis féministe laïque. Ça veut dire la laïcité, c'est pas contre les religions, mais il faut une paix entre les religions. Et si on est athée ou musulman ou chrétien, mais c'est dur à les convaincre que c'est ça la laïcité. Et bien sûr, moi, je suis d'origine amazigh, et donc déjà la communauté amazigh, elle était
dès le début des conquêtes musulmanes, c'était violent, les conquêtes. Et à partir de cela, la culture amazigh, elle revient. On a enfin, nous, à l'aéroport ou dans les chaînes télé, on a enfin le tifinagh, c'est la langue amazigh, donc on est de retour sur scène. Et il y a aussi du racisme envers les Amazirs, en fait, par la communauté, quelques personnes d'origine arabe, mais ce livre, il est plutôt pour la paix. On ne veut plus ces étiquettes, on ne veut plus au Maroc. On a toujours au Maroc une communauté juive, chrétienne, musulmane, donc on n'est pas là à nous diviser, mais plutôt d'en finir avec les étiquettes. Alors, pour essayer de reposer un peu le cadre historique géographique, Amazigh, c'est la culture, c'est les peuples berbères. Oui. Alors berbère, pour moi, je le dis, c'est un peu péjoratif parce que ça, historiquement, ça veut dire un peuple sauvage en fait. Et donc Amazigh, c'est plutôt déjà, c'est le bon mot. Oui. Culture amazigh, donc un peuple qui existait au Maroc avant l'arrivée de l'islam sur le territoire. Vous travaillez donc aussi avec des collectifs, un collectif que vous avez fondé, Women Power, pour continuer ce travail, pour ne pas être seul aussi dans cette démarche. En fait, ça, c'est un collectif que j'ai créé il y a longtemps. C'est pour soutenir les autrices, les artistes comme moi, venant d'une famille modeste. Parce que déjà, le monde d'art, il faut un réseau, il faut toujours il faut de l'argent, il faut pas que le réseau, mais l'argent, ça joue un rôle. Donc, on a fait des résidences, des événements pour la photographie, pour la BD, pour cinéma aussi. Et pendant 5 ans, la plupart des filles qui ont participé, ils sont maintenant très connues dans la scène marocaine, dans le rap, cinéma. Ouais. Qui continue, et donc un ouvrage qui sort sur le harcèlement de rue au Maroc, qui est sorti tout récemment. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'actualité de Women Power sur la page Facebook de la plateforme, notamment avec toute une série de photographies qui critiquent, peut-être même parfois un peu humoristiques d'ailleurs, sur la condition des femmes au Maroc. Vous avez votre travail avec vos collègues du collectif Women Power ne plaît pas à tout le monde au Maroc? Pas plutôt les événements, mais en gros, je pense que surtout cette année, c'était partout dans la presse, les islamistes ont créé une liste de morts et dedans il y avait 22 féministes très connues en fait au Maroc. Il y avait des artistes comme moi, il y avait des journalistes. Et ça a été avec des messages de menaces de mort avec nos adresses. Alors j'ai des collègues à moi qui ont eu l'école où se trouvent leurs enfants en fait. Et en fait c'était en plein débat sur le code de famille parce qu'on était tous un collectif qui fait des manifs aussi au Maroc pour changer le code de famille et les salafistes. En fait, on parlait souvent de la corruption et le jour où on voulait finir le mariage des mineurs, ils nous menaçaient de guerre civile en fait. Donc c'est à ce moment-là où ils voulaient faire la guerre civile contre les féministes. Oui, pour le mariage des mineurs surtout. Le mariage des mineurs, mariage qui est toujours accepté pour les enfants à partir de 13 ans. C'est ça le problème. On veut changer le texte de loi parce qu'il est légal aujourd'hui qu'une mineure, moins de 18 ans, qu'elle se marie. Et d'ailleurs, ma prochaine BD que je vais publier en janvier à Angoulême, si vous êtes là-bas, elle sera sur le mariage de mineurs. C'est une vraie histoire aussi d'une de mes étudiantes au village de l'Haouz, près de Marrakech. Elle est comme Raya en fait. Elle est très rebelle. Elle était forcée à se marier et elle a battu son mari en nuit de noces parce qu'elle n'en peut plus. Et j'ai fait comme un réalisme magique. C'est une vraie histoire, mais j'ai rajouté plein de détails. On peut déjà voir quelques planches de cette bande dessinée sur votre compte Instagram, il me semble. Non, pas sur Instagram. Je n'ai pas envoyé la couverture, mais comme ça reste. Mais je peux exclusivement dire le titre, c'est Madame Haram.
Donc, vous savez, si vous avez envie de continuer à regarder son travail, vous savez qu'il faut être au Festival d'Angoulême l'année prochaine pour pouvoir retrouver justement cette histoire. Essayez de finir peut-être sur quelque chose de positif. Est-ce que vous avez l'impression que voilà, votre travail est nécessaire? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir vraiment un impact sur ceux avec lesquels vous êtes en opposition sur les idéaux, mais aussi sur les jeunes filles qui trouvent des réponses avec vos bandes dessinées? Bien sûr, parce que moi, quand je signais mes BD presque dans toutes les villes marocaines que j'ai fait le tour, en fait, le public qui cherchait les copies et voulait qu'on les signe, c'était surtout de la nouvelle génération. C'était les jeunes, mais aussi des parents. C'est des parents qui, comme pour Chouma, c'est un guide d'éducation sexuelle queer et laïque, ils savaient à l'école, on n'a pas ça, à la télé, même dans l'espace culturel au Maroc, on n'a pas une telle éducation. Donc, même moi, comme je publie sur Instagram, il y avait un gars, il avait 40 ans, il me dit, ça c'est mon tout premier livre, toute ma vie, c'est parce que je te suis sur Instagram et je voulais acheter le premier livre de ma vie. Donc, c'est comme une influenceuse qui influence pour acheter des livres et ça fait du bien. Ça, en effet. Alors, on a 15 minutes pour les questions du public. Est-ce que vous avez des questions? On va juste avoir un micro qui va circuler dans la salle. Voilà, si vous avez des questions, que ce soit sur Iranienne, sur Ashmouna ou sur le travail de Zainab Fassiqi tout au long de vos activités d'artiviste, c'est le moment. On a une question là-bas. Est-ce qu'on a le micro arrive. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Tout à l'heure, vous aviez dit que vous vouliez toucher les classes moyennes, notamment en Iran. Forcément, la BD, elle n'est pas disponible en Iran. Donc, est-ce que vous savez s'ils arrivent à se la procurer ou via les réseaux sociaux, ou est-ce que vous avez une influence aussi là-bas? Alors, pour cette BD, moi, je ne conseille pas qu'elle arrive en Iran. Surtout pas, pour la sécurité de Raya et ses amis. Mais en fait, moi aussi, j'ai découvert que grâce à Raya, d'ailleurs, c'est dans l'histoire, ils ont créé un club à eux, ils ont un espace où ils font de la musique, ils font du rock, ils font tout. Il n'y a pas de limite. Ils collectent aussi des livres, ils lisent aussi de la BD. D'ailleurs, moi, je connais que la communauté iranienne, c'est la plus riche. C'est que des artistes que je découvre partout au monde qui font un travail immense. Mais il ne faut pas oublier qu'en Iran, les jeunes, ils sont vraiment en train de créer leur propre espace. Ils n'attendent pas que ça arrive d'ailleurs ou que quelqu'un leur donne accès à cela, mais vraiment, ils créent. Et bien sûr, sur Internet, même comme on a communiqué avec Raya, il utilise des façons pour se protéger aussi en ligne. Et sur Internet, on peut tout trouver comme culture et art. Justement, mais au Maroc aussi, je travaille avec plein d'associations qui donnent gratuitement des livres. D'ailleurs, j'ai lancé une autre BD cette année qui explique comment voter, l'hiérarchie de la politique marocaine. Et c'est donné gratuitement dans tous les villages. Puisque finalement, la liberté et la démocratie continuent de rimer. Est-ce que vous avez d'autres questions juste devant une quatrième chaise, droite, gauche. Bonjour, merci beaucoup, c'était très intéressant. Vous avez dit tout à l'heure que vous abordiez la question du viol en bande dessinée, et du coup la bande dessinée étant hyper visuelle et tout, c'est une question qui est délicate. Comment vous faites? Ça, c'est une très bonne question, parce que moi, j'ai pris la décision de ne pas illustrer une scène de viol, en fait. Et c'est aussi un débat dans les films. Il y en a des personnes qui ont, pour moi, essayé de romantiser le viol, en fait, dans des scènes de films ou même à la BD. Il y a un grand débat aujourd'hui. Il y a des auteurs qui étaient critiqués pour leur scénario, pour leur façon de voir les choses. Et oui, je suis contre... ça, c'est un débat de liberté d'expression. Alors, si on ne dessine pas le viol, si on le dessine, ça reste un choix. Mais le choix que j'ai pris personnellement, c'est que je ne veux pas
Moi aussi, je suis traumatisée de plusieurs choses. Et quand des fois, même je trouve une scène de viol ou de harcèlement dans un scénario, j'arrive même pas à finir le livre parce que ça donne des mémoires et tout. Et donc, c'est aussi comprendre le lecteur, son expérience, comment on peut parce qu'une BD, pour moi, c'est aussi une thérapie. Je ne veux pas terroriser une victime de viol et qu'elle se trouve cela comme une scène quand le lecteur il le lit à la plage et tout ça. C'est un sujet beaucoup plus urgent que cela, en fait. Une autre question juste devant. Bonjour. Merci beaucoup pour la BD, j'ai hâte de la lire. J'espère pouvoir la dédicace aussi. Oui, j'ai 2 questions. La première, c'est... vous avez parlé là de nouvelles lois qui pourraient passer, qui seraient vraiment horribles pour les femmes. Est-ce qu'il y a une protestation des femmes, vous en avez parlé, mais aussi des hommes, puisque c'est les hommes qui écrivent la loi dans ces pays. Je sais que quand il y avait eu la révolution Femmes, Vie, Liberté, il y avait des hommes qui s'étaient coupés les cheveux en solidarité, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des choses comme ça actuellement contre cette loi, ou est-ce que vraiment le régime a tout écrasé? Et la deuxième question, ce serait qu'est-ce qu'on peut faire en tant que Français dans notre pays encore confortable, même si on peut en discuter. Enfin, par rapport à l'Iran, c'est sûr que c'est plus confortable. Qu'est-ce qu'on peut faire quoi. Désolé. Oui, il y a des hommes qui manifestent aussi, que ce soit en Iran. Il y a des vidéos qui circulent qui montrent vraiment tout le soutien des hommes. Et comme on a dit, des fois, c'est des femmes qui font partie de la police de mœurs, ou c'est des Iraniennes, tout simplement, des citoyennes qui étaient en train d'arrêter les autres dans les manifestations. Donc on voit les deux, on voit les hommes, enfin tout le monde vraiment fait partie de la révolution aujourd'hui en Iran. Et je pense que ce qu'on peut faire, pas que juste français, mais partout au monde, je pense qu'un tabou, comment on élimine un tabou, c'est par en parler tout simplement. C'est ne plus... Parce que sur les réseaux sociaux, c'est comme un trend, on en parle pendant 2 semaines avec un hashtag. Et c'est le cas en fait. Même quand on a une vidéo qui circule, c'est it's the talk of the day pour vraiment une petite durée. Et après, c'est mort. Donc je pense que... Et c'est le cas pour cette BD. Moi, depuis longtemps, j'ai des amies iraniennes. J'ai toujours soutenu le combat des femmes iraniennes, et avec la mort de Jina Mahsa, c'est devenu enfin un vrai discours sur les réseaux sociaux aujourd'hui, finalement. Mais on ne veut pas ça, on ne veut pas que quand on perd quelqu'un, que quand on a des victimes, qu'il y a un hashtag ou des BD ou quoi que ce soit. D'ailleurs, nous, on a commencé le travail bien avant sa mort. Et ça doit être aussi le cas pour plusieurs sujets, parce que le temps, il passe et les gens, ils meurent, en fait. Voilà. Pour répondre à votre question, continuez de vous informer sur le sujet au fur et à mesure que l'actualité le fait, mais également ne pas justement attendre que l'actualité s'en empare pour y aller. Et souvent, le travail d'enquête comme celui d'Éric Darbré fait du bruit quand les grands reportages sortent, mais le travail finalement se fait toute l'année, et on peut retrouver justement des productions d'articles qui restent toujours accessibles, de travail de journalisme, de militants, qui passent notamment à travers l'art, comme le travail de Zainab. Alors, est-ce qu'il y a une autre question dans la salle, juste devant? En attendant que le micro arrive jusqu'à vous, l'art, pour vous, c'est vraiment essentiel pour justement faire passer un message? Est-ce qu'il faut à tout prix continuer l'art pour que justement les mentalités changent, et que, comme le disait monsieur, les idées aussi. Parce que dans mon cas, il y a des auteurs, par exemple, marocains qui ont fait pire que moi dans leur activisme, mais c'était des essais, c'était des romans. Alors l'image ou le dessin que moi j'ai ajouté dans mes essais, c'est ça en fait qui a fait le problème. Parce que quand on dessine, quand on parle du corps féminin, ça passe, mais quand on le dessine, c'est la pire chouma, c'est ça la catastrophe. Oui. Madame.
Bonjour. Déjà, merci beaucoup de faire partie de ces femmes qui continuent à dénoncer, qui n'ont pas peur. Enfin, je pense qu'au fond, vous devez avoir peur quand même, parce que j'imagine les menaces qui doivent être là, qui existent. C'est pas normal que j'ai pas peur, en fait. Ouais. Il faut que j'aille peur, mais Bien sûr. il me semble que j'ai dépassé ce sentiment. Et du coup, c'est peut-être plus Eric qui a échangé avec Raya, mais je voulais savoir un peu comment elle a été convaincue en sachant qu'elle aussi, elle était forcément menacée, que la BD ne sortirait pas dans son pays, voire même pas dans les pays du Moyen-Orient. Est-ce qu'il a eu besoin de la convaincre, et si oui, comment, peut-être, je sais pas. Alors ça, on peut le demander en dédicace, mais en gros, à 16h. Mais en gros, je pense que, et moi aussi, voilà, je parlais avec Raya, elle était fortement en train de tout valider, que ce soit en format de son histoire, en format BD. Et c'est pour cela que j'étais vraiment étonnée. Il a un courage, il n'avait pas un doute ou est-ce que je vais... Et c'est ça la beauté d'un vrai activiste, c'est que on s'oublie des fois, on ne pense pas à nous, on veut que le sujet avance, on pense aux autres. Et d'ailleurs, je fais ces ateliers avec des adolescents maintenant dans des lycées, c'est que je leur invite à sortir de cette énergie d'égoïsme. C'est bon, moi, tout va bien pour moi, je m'en fous pour les autres. Je pense que quand on cherche, quand on pose des questions existentielles, c'est quoi pourquoi on est vivant, pour moi, je suis vivante pour ça, pour défendre les droits des autres. Ouais. Et cette question de menace de mort, pour les autres, il y en a qui exilent dans d'autres endroits au monde. Mais moi, je dis qu'une BD, c'est immortel, en fait. Même si on n'est plus là, elle est là pour gêner encore les gens, en fait. Alors, est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Eh bien, écoutez, si vous avez encore besoin de réfléchir à une question, si vous en avez une qui vous trotte au bout de la tête, en attendant, moi j'en ai une autre de question. On l'évoquait très rapidement tout à l'heure. Archmouna n'est pas traduit en arabe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Archmouna n'est pas traduit en arabe ? Oui. Alors, Chouma, au début, il devait être en arabe. Ça doit être sa toute première langue, mais il était censuré d'une façon horrible. D'ailleurs, il y avait un éditeur qui acceptait qu'on le fasse en arabe, mais il m'a demandé de supprimer plusieurs points. Alors je me suis dit non, ça ne sert à rien. J'allais faire en auto-édition, alors que l'auto-édition pour moi, c'est beaucoup de travail, déjà avec tout ce que je fais. Donc je suis passée par la francophonie. Je me suis vraiment retrouvée dans la francophonie parce que la première année, quand je présentais Chouma, que ce soit partout en Europe, c'était la communauté maghrébine qui assistait. La salle, elle était blindée par la communauté maghrébine qui a quitté leur pays à cause de la Chouma. Donc ce n'était pas un frein, ce n'était pas vraiment une mauvaise façon de commencer le projet. Et bien sûr, même quand on veut traduire en arabe en darija marocain, en fait, on n'a pas les mots en darija marocain. En fait. Même le mot pour dire faire l'amour en darija, il veut dire violer en fait. On n'a pas un mot pour décrire l'homosexualité sans que ça soit péjoratif. Même si historiquement on avait des mots qui n'étaient pas des insultes pour décrire le corps ou la sexualité, mais c'est devenu une insulte qu'on ne pourra absolument pas utiliser dans un guide pour les adolescents. Bien sûr, on ne va pas l'utiliser. Donc je garde l'espoir pour qu'il soit en arabe. Est-ce qu'il faut du coup réinventer des mots pour... Exactement, oui. Mais normalement, moi, quand je faisais des événements à Tanger, à Agadir, je trouve que même dans les villages, ils ont leur propre mot, en fait. Comment ils décrivent vagin, comment ils décrivent la sexualité, faire l'amour. Donc on peut utiliser ça aussi. La question, en fait, c'est l'éditeur. C'est l'éditeur qui aura le courage de tout perdre pour faire un tel livre. On leur souhaite d'avoir ce courage un jour. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on clôture cette rencontre ? Je crois que tout le monde a obtenu satisfaction. Très bien. Je vais vous rappeler une dernière fois l'heure de la dédicace de Zainab et Eric sur le stand de Marabule, donc stand B14 de 16h à 18h.
si vous voulez les rejoindre pour découvrir donc iranienne, et je crois que vous y trouverez également ouïghour sur ce stand. On vous souhaite à tous et à toutes Merci Voilà. infiniment. une excellente Merci journée. à l'équipe Marabule qui sont là. Merci à tous.